Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Elisa, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu aujourd'hui ? Super, salut Alexandra et merci pour l'invitation sur ton podcast. Avec grand plaisir. Elisa Garemi, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? En quelques mots, quelques phrases. Ouh là là, 30 secondes. Eh bien, je suis coach pour deux cibles différentes. Les femmes CEO qui sont en surcharge d'activité pour les aider à structurer leur management et leur temps. Et puis pour les entrepreneuses qui sont multipreneuses, donc qui ont plusieurs activités et qui veulent elles aussi arriver à équilibrer leur temps et rester alignées avec leur quantité de projets. Super, on va parler aujourd'hui du coup alignement, multipreneur. Mais avant de commencer, il y a une question que j'aime bien poser. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie aujourd'hui fait pleinement sens? Je pense que je suis à 8. Tu vois, et c'est marrant que tu me poses la question parce que là, ces temps-ci, je remets plus en lumière la chance que j'ai, enfin la chance que je me suis créée. Et ce sont des choses que je ne mettais pas forcément en avant, auxquelles je leur laissais de la place. Et là, je réalise de plus en plus à quel point je suis heureuse de ma vie. Ah, trop bien. Et qu'est-ce qui manque pour être à 10? La question du coach. Eh bien, parce que je pense que je peux encore m'améliorer, et ça peut être encore mieux. Voilà, encore mieux. Tu sais déjà quelle thématique, quel domaine? Euh, je dirais que plus de sérénité dans certains projets. Moi, j'ai plusieurs activités, j'en ai parlé de deux, mais j'en ai une troisième qui est une activité en immobilier. Et là, j'ai besoin de ouais, plus de sérénité sur cette activité-là, et c'est l'objectif de cette année. Ok, top. Ça fait poser une question. Tu crois qu'une vie qui fait sens est forcément sous le signe de la sérénité? Je crois qu'une vie qui fait sens, c'est une vie où on a identifié ce qui nous rendait heureux et que parfois, je pense qu'on court après des choses qui ne sont pas à nous. Et je pense également qu'en fait, c'est simple à dire, mais c'est pas si simple à trouver. C'est un vrai chemin, c'est un vrai parcours et je crois que c'est ce qui est le plus intéressant dans la vie. Mais du coup, tu penses que, c'est une question que je me pose à voix haute en parallèle, hein, que je m'étais jamais posée, que justement, si tu as trouvé une vie qui fait sens, est-ce que tu es forcément 100% serein au quotidien? Ou est-ce que tu peux avoir trouvé une vie qui fait sens et avoir quand même ces petits moments de difficulté, de doute? Ah ouais, je pense que que ça n'empêche pas nos angoisses, nos peurs, nos remises en question. Euh, mais si tu sais réellement ce qui te rend heureux, ce qui te fait plaisir, le sens de ta vie, et bien souvent, moi je trouve qu'en fait c'est quelque chose de très simple et qu'on a tendance à se compliquer la vie et parfois même à s'imaginer des, comment dire, euh, ouais, des bonheurs qui en fait sont pas à nous. On a un espèce de fantasme du bonheur et c'est pas forcément le nôtre. Bah, je vais prendre mon cas particulier. Moi, mon bonheur, il passe par des choses qui sont ultra simples. Alors, ultra simple pour certains, ils vont se dire, mais non, mais attends, c'est compliqué. Tu vois, il y a 2 jours, on s'est fait plaisir. On est allé se manger un cheesecake dans un hôtel ici à Cannes parce qu'il est réputé pour ses meilleurs cheesecakes. Bon, ben, il y en a qui vont me dire, non, mais moi, j'ai pas envie de me payer un cheesecake à 20 balles. Ben ouais, sauf que l'expérience qu'on avait envie de vivre, elle était juste génialissime. Et que je préfère mettre 20 balles dans un cheesecake où je sais que je vais avoir une expérience extraordinaire que 25 balles dans un repas, ce qu'on a vécu aussi,
dans une brasserie qui n'avait absolument rien de particulier, tu vois. Donc je crois que c'est vraiment l'intentionnalité des expériences qu'on a envie de vivre. Ultra, ultra intéressant. Et du coup, toi, est-ce que tu as toujours eu une vie qui fait pleinement sens? Est-ce qu'il y a eu des bas, des moments de doute? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Non, ma vie a toujours fait sens. Ah non, je déconne. Non, j'ai eu plein de bas. Et ce que je te disais, c'est que justement, comme pour moi, et ce que je vois aussi chez mes clients, c'est que c'est un vrai parcours, en fait, d'arriver à se détacher de ce qu'on pensait être pour nous, alors que bah, c'était quelque chose qu'on s'était collé de la société ou de notre éducation, etc. Et j'ai plus le sentiment, et puis ça s'avère vrai aussi avec les personnes que j'accompagne, et en faisant moi ce job, que notre vie, elle a de la clarté et notre bonheur, on arrive à mettre le doigt sur notre bonheur au fur et à mesure de ce chemin. C'est-à-dire que ce chemin, il est on a plein, c'est comme si on était dans, moi je me vois un petit peu exploratrice, tu vois, dans une jungle ou dans une forêt, un truc que je connais pas. Et en fait, au fur et à mesure, j'avance dans mon chemin et je le clarifie, mon chemin. Et en le clarifiant, je suis là, avec ma petite hache pour couper toutes les grandes herbes qui sont devant moi. Et en fait, chaque grande herbe, c'est un blocage que j'avais. Une idée que je pensais être à moi, alors qu'en fait, non, c'était quelque chose que j'avais entendu ou trop entendu. Euh, une pensée limitante, une peur que j'avais pas dépassée, etc., etc. Et en fait, plus je simplifie cette voie-là, plus j'arrive à mettre le doigt vraiment sur ce qui, moi, me correspond. Si je peux te donner un exemple, tu vois, on va faire un truc très concret. Quand j'ai eu mon bac, bon, je me suis pris une grosse gaufre, moi qui adorais les sciences et tout. J'ai eu une année de bac à partir de la première, c'était compliqué. J'avais eu des événements perso compliqués et j'ai un peu décroché. Et en fait, j'étais dégoûtée parce que j'étais super douée là-dedans. Bref, au moment du bac, fallait choisir. Là, ça y est, premier problème pour une multipotentielle. En fait, c'est pas la question de pas savoir vers où on veut aller, mais c'est la question de, en fait, tout est possible. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Et j'ai décidé de partir faire du droit parce que je trouvais que c'était hyper concret, que je pouvais être utile en fait, en résolvant des problèmes chez les autres. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, moi, ce que j'avais à cœur, ce que je voulais, c'était partir à Paris faire du théâtre. Rentrer dans un cours de théâtre, les cours Florent à l'époque. Et ma mère, là, m'a dit, non, écoute, ça, tu feras ça le soir, quoi, en t'amusant, tu vois. Mais ta vraie vie, c'est le droit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il n'y avait plus rien, si j'avais plus d'activité, si je devais repartir à zéro, je pense que je partirais dans le théâtre. Et tu fais là du théâtre en parallèle? Ouais, je fais du théâtre en parallèle, ça je m'y suis remise quand donc j'ai exercé pendant 15 ans le métier de DRH que j'ai adoré. Et il y a un moment où j'arrivais un peu à saturation, donc une charge mentale très lourde. Et là, je me suis questionnée. Je me suis dit, mais en fait, ta vie, tu commences, tu pars au boulot à 8 heures, tu reviens à 21 heures, tu as un niveau de responsabilité qui est énorme, tu adores ce que tu fais, mais si tu regardes ta vie, elle est quand même assez courte, quoi. Ce que tu fais d'autre dans ta vie, c'est assez court. Quand on partait en vacances avec mon ex-mari, en fait, on compilait, on avait, lui, il exerçait le même métier que moi, c'était vraiment en 15 jours, qu'est-ce qu'on peut faire à fond pendant 15 jours, quoi. Donc, tu vois, tu cumulais tout ce que tu voulais vivre pendant 15 jours. En fait, on revenait des vacances, on était crevés, on était super contents de tout ce qu'on avait vécu. Mais je me disais, voilà, au-delà de ces 15 jours, au-delà de ces 5 semaines de congé, qu'est-ce que je vis d'autre? Qu'est-ce qui m'a toujours donné envie? Eh bien, c'était le théâtre. Et donc, ça, je l'ai repris à un moment dans ma carrière professionnelle où j'étais à bout. J'ai jamais fait de burn-out, mais je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose d'épanouissant qui me manquait. Ok, Et je l'ai jamais quitté. ok, ok. Et, euh, et du coup, c'est quoi un peu tes astuces au fil de ton parcours pour justement réussir à débroussailler? Parce que tu vois, clairement, t'es pas dans la rue avec ta petite machette en train de dire Hey, elle est où la croyance limitante? Donc, concrètement, tu as des astuces d'introspection, tu as des pratiques, des routines, comment ça se passe? Bonne question. Euh, alors,
Quelque chose d'assez simple et assez concret, c'est déjà après une journée, à la fin de sa journée, c'est se demander à quel moment j'ai pris du plaisir dans ma journée. Et là, pour moi, c'est assez rapide, en fait, parce qu'on a vite fait de dérouler tout le programme, tout le planning de notre journée, tout ce qu'on a vécu. Et est-ce que dans ma journée, j'ai vécu au moins entre un et trois moments où j'ai pris du plaisir et où j'étais juste là à profiter de mon moment? Ok. Et ça, tu le fais tous les jours. Et ça, je le fais, je pense que maintenant, c'est tellement une routine que je vais plus le noter sur un post-it, mais les moments où je suis un peu fatiguée, et ça aussi c'est peut-être notre astuce, les moments où on a une journée un peu pourrie, on a l'impression que que rien ne s'est bien compilé, rien s'est enchaîné correctement, ces journées où à la fin on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Ben justement, c'est là où on peut reprendre son petit post-it et se noter les trois choses, aller se forcer à trouver trois choses dans notre journée qui qui nous ont vraiment fait plaisir. Ah, c'est ultra intéressant comme exercice. Moi, je sais que ça me fait écho avec un truc que je fais depuis peut-être 6 mois, tu vois, c'est pas si longtemps que ça. Euh, Quand je me surprends à avoir envie de manger un gâteau ou du chocolat, voilà, c'est mon truc d'évasion, tu vois. Je descends en bas, je me prends mon gâteau et là, je me fais, oh Alexandra, pourquoi tu es en train de compenser avec un gâteau? Qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce que tu viens de faire qui te saoule au point que tu as envie de là, ah, il faut un gâteau là, il faut du sucre, il faut du truc. Et je sais que c'est un bon indicateur pour moi, tu vois, au-delà de la fatigue, de ce moment où je vais choper le gâteau parce que j'ai besoin d'une dose de plaisir, j'ai besoin d'un petit boost, de me dire, ah là, c'est qu'il y a un signe il y a quelque chose qui cloche. Oui, autre exercice alors. Ça, je crois qu'il faut être un petit peu quand même rompu avec les notions de développement personnel aussi là-dedans. Moi, j'ai plaisir en fait à échanger, à écouter les gens, à en connaître un petit peu plus sur leur vie, à connaître leur parcours. Et même avec mes proches, hein, moi, je redécouvre parfois ma mère dans des discussions qu'on peut avoir. Et je vais aller capter si dans ce qu'ils me disent, il y a des choses que je vais ressentir qui vont résonner pour moi. Voilà. Des choses où, quand tu écoutes quelqu'un, tu dis, ah, cette espèce de, ah ouais, ça c'est bon, ça me fait plaisir, oh, ça me parle. Eh bien, en fait, quand je ressens ce genre de choses, je vais ensuite me demander si je l'ai mis dans ma vie, si c'est quelque chose qui existe dans ma vie ou si c'est quelque chose qui existe dans mon programme à venir ou dans mes projets à venir. Un exemple, pour être concrète, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une amie et elle me parlait du fait qu'elle était allée retrouver des copains et qu'ils s'étaient fait un apéro ensemble, etc. Et là, ça paraît tout bête, hein, mais c'est se dire, ah ouais, mais moi, oh, ça fait longtemps que j'ai pas revu, que j'ai pas organisé ce genre de choses alors que je suis quelqu'un qui adore faire la fête, qui adore sortir. Euh, et en fait, ça, je me suis dit, OK, bah tiens, tu vas te le noter. En fait, je suis quelqu'un qui note beaucoup de choses. Mais là, tu vas te noter ce truc-là. C'est quand la prochaine fois que tu peux organiser ce type d'événement parce que tu sais que ça te fait plaisir et que ça te fait du bien. Ah, c'est ultra intéressant comme astuce. Je le fais pas du tout, mais c'est vrai que ça me donne envie de faire plus attention à ces moments où je me dis, ah ouais, là, genre là, tu vois, quand tu m'as parlé du cheesecake, j'étais, ah, un bon cheesecake. Je crois que je vais bientôt aller me faire un petit cheesecake. Moi, j'ai une super adresse ici, hein. Ouais, mais c'est un petit peu loin. Mais si je viens de voir un jour, t'inquiète, Bah ouais. on va se prendre ce cheesecake ensemble. Maintenant, j'ai une autre question pour toi, un peu par rapport justement aux ces multipotentiels qui veulent entreprendre, etc. Euh, il y a une croyance, quelque chose qu'on impose de la société, j'en sais rien, qui est, wow, tu te focalises sur un seul truc, tu t'éparpilles pas. Comment on fait quand on a envie de lancer plein d'activités pour pas s'éparpiller et pour où est-ce qu'on s'éparpille? Enfin, comment on fait pour, entre guillemets, ne pas s'épuiser, ne pas se tirer une balle dans le pied et repartir à zéro? C'est quoi un peu toi des astuces pour celles qui veulent lancer plusieurs activités? Ouais, alors, bon, moi je suis passée par plein de phases et j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé le je lance tout en même temps. J'ai testé le j'organise, je reporte. J'ai testé le je supprime des choses. Et je crois que là-dedans, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que la plus grande difficulté, je crois, c'est quand on se dit que en fait tout est possible, qu'il y a plusieurs choses qui nous intéressent et que quand on entend, non, faut qu'une seule chose, faut avoir une seule expertise, faut avoir un seul focus sur un truc,
en fait, ça vient te chercher. Enfin, moi, ça venait me chercher en me disant, oh, mais je vais m'empêcher, en fait. En fait, je vais m'enfermer dans quelque chose. Et cette espèce de sentiment d'emprisonnement et de te voir à tout prix choisir, qui est le plus angoissant, quand on fonctionne comme ça. Donc, l'idée, c'est de trouver un mix entre je fais tout et je ne choisis qu'une seule chose. Et qu'effectivement, c'est de se poser. Donc, on a aussi des périodes. Ça fonctionne aussi par cycle, hein, et ça, les cycles, ils sont très personnels. Mais je dirais qu'on va avoir des périodes, et ça, c'est tout à fait normal, où on a envie de mettre en place plein de choses, où on a des pics de créativité qui sont vraiment très importants. On a des périodes où on est complètement perdu, c'est-à-dire que là, on a eu notre créativité, mais on ne sait pas du tout dans quel sens prendre les choses, par quoi commencer. Et puis, on a des périodes aussi où on est fatigué, euh, et où on a quasi plus envie, où le moral est au plus bas. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver déjà à identifier ces phases-là, de se dire qu'elles sont tout à fait normales, et comment faire avec ces phases-là. Chaque phase, en fait, vient nous apprendre quelque chose qui est important. Là, je t'interromps, quand tu parles de ces phases, tu parles quoi? Tu parles de cycle menstruel, tu parles du cycle des saisons, tu parles d'un mélange de tout, enfin, c'est au niveau de la journée, c'est à quel niveau? Alors, au niveau de la journée, non. Enfin, en tous les cas, moi, de mon point de vue, de ce que j'ai pu observer, c'est pas des phases dans lesquelles on va pouvoir passer aussi rapidement dans une journée. Par contre, ce sont des choses qui vont pouvoir s'inscrire sur plusieurs jours, c'est-à-dire rester un peu bloqué dans une de ces phases-là. Et oui, tu as raison, ça peut, si on a envie vraiment d'identifier la phase dans laquelle on est, on utilise l'outil de la saisonnalité Mhm. pour arriver à repérer ça. Parce que oui, ça fonctionne par cycle. Et puisque tu connais cet outil, tu sais aussi que chacune de ces quatre phases peuvent avoir des périodes qui sont soit ultra rapides, hein, on peut passer par les quatre saisons assez rapidement, ou pour certains projets, de façon beaucoup plus lente. Et puis on peut être aussi dans une de ces phases dans notre domaine perso, dans notre domaine pro, ou pour des projets différents, bref. Mais au moins, ça nous donne juste un repère de se dire, OK, tout va bien, je me calme, je dédramatise la chose, je reviens à un niveau émotionnel qui est stable pour moi et je comprends juste où est-ce que j'en suis par rapport à ces phases. Et ce qui est positif aussi, c'est de savoir que bah, ça ne s'arrête pas là. On n'est jamais bloqué comme un poisson rouge dans son bocal. On finit toujours par avancer à la phase d'après. Ok. Pour OK? ceux qui ne connaissent pas ce principe de phase de saisonnalité, tu nous fais un petit topo 3 minutes? Ouais, alors rapidement en 3 minutes, hier, j'ai plus le nom de la roue des saisons. Ça s'appelle la roue des saisons, si vous voulez la chercher. J'ai plus le nom du concepteur qui a identifié quatre phases et qui les rapproche aux saisons. Donc, on a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. On considère que quand on est en phase estivale, c'est là où on est dans une dynamique hyper forte, où on met en place les projets. Phase automnale, c'est là où on vit comme en automne, en fait ces moments où on est un petit peu dans une phase de doute, où on va passer d'un projet à un autre, d'une idée à une autre, on va hésiter. Voilà. Et puis phase hivernale, ça c'est la phase qui s'appelle la phase du cocooning, où on vit une sorte de repli sur nous-mêmes et besoin. Parfois, on n'arrive pas à à se l'expliquer. Mais en fait, c'est vraiment cette phase où on a envie de retourner, de revenir, d'être rien qu'avec nous. Et puis, quatrième phase, c'est la phase du printemps. Et là, on a nos idées qui émergent, on plante nos graines. Et puis, hop, vous l'avez compris, on passe ensuite à la phase d'été. Si je prends un exemple concrètement de comment est-ce que ça peut s'appliquer, ben, j'ai un projet et j'ai envie de lancer une offre. Je vais avoir un moment où je vais dire phase créative, parce qu'on peut les associer aussi donc à nos cycles, à nous. Phase créative, oh, waouh, j'ai plein de trucs à mettre en place, je pense à plein de choses. Je suis un petit peu dans la phase d'été. J'ai cette envie, cette niaque, je suis hyper positive par rapport à ça. Puis il y a un moment où on va avoir cette phase où ouais, bon, finalement, je suis pas certaine que ça plaise. Est-ce que ça convient? Et si je faisais plutôt comme si je mettais plutôt cet autre projet en avant? Phase automne, on est en train de faire du tri, en fait. C'est comme dans sa penderie quand on change de saison. Puis, il y a un moment où, et là, on peut être dans cette phase où quand on la comprend pas, on a tendance à mal la vivre. On se dit, globalement, c'est, oh non, mais c'est bon, merde, je veux plus parler à personne. Là, laissez-moi tranquille, je sature, je sais plus vraiment où j'en suis. J'ai juste besoin qu'on me laisse tranquille. En fait, ça, on peut tout à fait le positiver en se disant, on s'imagine plutôt, j'en sais rien moi, avec des grosses chaussettes, son pyjama, sur son canapé, avec son petit chocolat chaud, et on a juste envie d'être
tranquille et serein avec soi-même. Et puis, une fois toutes ces phases-là passées, il y a le moment où la clarté arrive et où on sait comment organiser les choses. Donc, c'est notre phase de printemps. Et suite à cette phase-là, comme c'est beaucoup plus clair pour nous, comme on a fait tout ce cheminement, alors on se met dans l'action et on réalise nos projets. Ok. Ultra clair. Merci pour l'exemple concret. Et du coup, j'ai plein d'idées, etc. Tu me dis qu'il faut que je trouve un mix entre faire mes idées et choisir. Euh, Ça veut dire quoi concrètement? Alors, concrètement, moi, une chose que j'adore faire, c'est quand je suis en phase ultra créative, donc j'ai envie de créer plein de choses, j'ai envie de revoir des projets, etc. J'autorise mon cerveau à partir dans tous les sens. C'est-à-dire que je suis pas là à donner le diktat de je suis éparpillée, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. En fait, si, on va avoir ces phases. Quand j'ai ces phases-là, je vais prendre tous les papiers que j'ai, je vais même me prendre une grande feuille de paperboard et je vais tout noter. C'est un petit peu comme si, ça va pas être très agréable à dire, mais comme si je vomissais toutes les idées et tout ce que j'ai envie de construire. Ce sont des journées pendant lesquelles je ne me donne aucun objectif, si ce n'est de me libérer l'esprit. Ok. Ça, c'est une façon de faire. Ensuite, une fois que j'ai fait ça et que vraiment j'ai tout vidé, hein, donc ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours, alors là, j'ai tout posé et j'y vois beaucoup plus clair et je commence à pouvoir faire des liens. Et en fait, c'est ça qui manque bien souvent, c'est qu'on a de la difficulté à trouver les liens dans tout ce qu'on a envie de mettre en place ou dans voilà, tout ce qu'on imagine. Quand on commence à trouver les liens, c'est là où on commence à trouver le sens et la cohérence dans nos projets et on peut alors les structurer, réfléchir à la meilleure façon de les mettre en place. Mais tu vois, du coup, c'est pas l'idée de je ne choisis qu'une seule chose. Non, c'est je laisse la place à tout et une fois que j'ai fait ce travail d'analyse, alors ensuite, je trouve la meilleure façon, enfin pour moi, vu que le parcours entrepreneurial, pour moi, c'est aussi un parcours de test, hein. Je vais tester, je vais apprendre des tests que j'ai faits, je vais les mettre en place. Pas tous en même temps, c'est-à-dire que j'aurai identifié bah, ce qui va être prioritaire, c'est aussi faire le choix des priorités, de comment est-ce qu'ils s'entremêlent les uns entre les autres, et puis j'avance comme ça. Et une autre étape qui manque souvent aux gens, c'est d'aller analyser ce qui s'est passé, Ouais. analyser ce qu'on a mis en place. Et ça, c'est souvent quelque chose sur lequel on passe parce que comme on est ultra créatif, comme on a envie un moment de passer à l'action et de produire, on oublie d'analyser nos expériences passées. Et c'est pourtant là-dedans où on va gagner du temps en se disant, OK, bah là, ça a foiré, là, ça n'a pas forcément marché comme je le souhaitais, ou ça, c'était vachement bien, j'ai pris du plaisir, ça a fonctionné, etc. Donc, je vais ou reproduire ou modifier. Ok, ultra clair. Donc, si je résume un peu la philosophie, c'est choisir, c'est pas renoncer, choisir, c'est reporter. Donc, le moment où je choisis, c'est juste, OK, qu'est-ce que je lance en premier? Mes autres idées, j'ai le fil rouge qui fait que je vais les lancer peut-être en parallèle, mais en passant moins de temps dessus. Et je vais mettre vraiment mon focus sur la priorité 1. Et quand ça sera stable, la priorité 2, puis la priorité 3. C'est ça le concept? Oui, c'est ça. Et puis avec une autre notion aussi qui est importante, c'est que parfois on s'emballe pour des choses et c'est juste un besoin ponctuel, c'est juste une envie ponctuelle qu'on a. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien proposer aussi, c'est de mettre un temps là-dedans. C'est-à-dire de se dire, tu perds pas toutes tes idées. Donc note-les toutes, c'est une mine d'or. Par contre, fais-les un petit peu reposer, c'est comme la pâte à crêpes. Et puis, reviens-y dans peut-être une semaine, 15 jours, un mois, et regarde parmi ces idées si elles te donnent toutes toujours autant envie Ouais. pour pouvoir les continuer, pour pouvoir continuer à être motivé dessus pendant des mois ou peut-être des années si on a envie de reproduire la chose, tu vois. Mais mettre en perspective cet indicateur-là qui est, est-ce que c'était un besoin ponctuel, un désir ponctuel que j'avais, ou est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir inscrire dans le temps et qui me fait toujours autant envie 3 mois après, 15 jours après. Et Ouais. si c'est pas le cas, alors on les met de côté. Ouais. Ok, ok. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à ces multipotentiels, multipreneurs qui veulent vraiment mettre le sens au cœur de leur vie, retrouver un alignement? Tu aurais un dernier truc à leur dire?
Moi, je leur conseillerais de s'entourer parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, et c'est aussi au travers de tout ce qu'on peut entendre, on peut se sentir un peu isolé et on peut se sentir un peu seul à fonctionner comme ça, alors qu'en fait, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont ce fonctionnement-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'hyper fort que de pouvoir échanger et d'être soutenu pendant justement tout notre parcours, quoi, d'aller trouver des aides, d'aller trouver des personnes qui fonctionnent aussi comme nous. Ça ne veut pas dire de fonctionner en vase clos et de pas aller voir et de pas se faire soutenir par des gens qui ont une autre façon de travailler parce que c'est aussi enrichissant. Mais c'est de se dire, OK, là, c'est plus simple en fait pour moi. J'ai plus à me justifier, j'ai plus à expliquer pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, j'ai plus à être dans un réseau où je vais me dire, putain, je suis bizarre, quoi. Ils me disent un truc et moi, ça me va pas. Et ça permet très vite de pouvoir déjà s'alléger par rapport à cette, tu vois, cette perception, à ce jugement qu'on a et qui va venir nous bloquer et d'arriver juste dans un environnement où, OK, on est entre pairs. Bon, ben maintenant, on peut vraiment s'attaquer au vrai sujet qui me concerne. Et du coup, tu invites vraiment à s'entourer de multipotentiels multipreneurs comme toi et pas de personnes mono-entreprises ou autres. Alors, moi, j'invite à s'entourer de personnes, à identifier les personnes qui sont multipotentielles parce que bien souvent, on va très vite, beaucoup plus vite comprendre la situation de la personne et là où elle en est et peut-être expliquer ses phases, etc., l'aider à structurer, mais aussi d'aller écouter et d'aller se rapprocher de personnes qui sont mono en ayant en tête vraiment quelles le sont. Et donc, je vais pouvoir aussi faire un tri, faire un filtre parmi ce qu'elles me disent. Tu vois, moi, quelque chose qui m'a pas mal bloqué, c'est que à une époque, ben, je voyais pas trop la différence et je croyais donc déjà que la façon dont je fonctionnais, c'était très bizarre et que j'étais un petit peu la seule sur Terre à fonctionner comme ça, grave erreur. Et puis deuxième chose, me dire, OK, bah donc c'est les autres, ceux qui sont mono-expertise, ceux qui te donnent une stratégie, ceux qui te donnent une seule façon de faire, qui doivent avoir raison, puisque moi je ne connais pas. Et je me suis forcée pendant longtemps à appliquer ces stratégies-là que j'avais du mal en fait à mettre en place pour moi et j'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'énergie. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça ouvre, il y a des connaissances aussi qui sont hyper utiles et qu'on peut réutiliser nous dans notre fonctionnement, mais tu vois, en ayant une certaine distance par rapport aux choses. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller écouter des gens qui disent ce qui nous correspond et le contraire, ou d'autres choses qu'on ne connaît pas forcément, et c'est à nous de faire le choix là-dedans. Et c'est quoi justement un peu les trucs que tu entends partout et qui sont un peu les croyances populaires et qui, toi, te correspondent pas du tout? T'en as en tête, là, comme ça, des croyances? Ah bah, je te dirais, le premier, c'est choisir une seule cible client. Ça me correspond pas du tout. Euh, et Attends, parce que du coup, tu as, différentes entreprises, on va dire, mais chaque entreprise a quand même une cible client, non? oui, chaque entreprise a une cible client. Par contre, j'ai plusieurs entreprises ou plusieurs activités. Donc, l'idée, c'est que quand j'entendais ça à une époque, je devais choisir, ça me poussait à choisir entre mes deux activités. Ok. Ce dont j'avais absolument pas envie, vu que j'avais envie d'accompagner autant des dirigeantes que des entrepreneuses qui ont ce profil-là et où les problématiques sont pas forcément les mêmes, où les besoins sont pas forcément les mêmes. Et en fait, ça me bloquait beaucoup parce que je restais en boucle en me disant, bon, ben, je vais prendre lequel des deux, quoi. Et c'est souvent ce à quoi on est confronté. Alors, par contre, ça veut pas dire que ça va pas, une fois qu'on a plusieurs cibles, nous demander à nous structurer par rapport à ces cibles-là. Je peux communiquer sur différents canaux sur mes différentes cibles. C'est OK à partir du moment où j'ai mis la clarté dans ma communication. Ah oui, tiens, bah, tu vois, ça me fait penser à une autre chose, c'est choisir une seule plateforme. Ben, en fait, non. Bah, j'ai pas choisi une seule plateforme. Par contre, j'ai mis en place différents outils qui me permettaient de pouvoir diffuser sur plusieurs plateformes. Et il y a une plateforme, par exemple, ma chaîne YouTube, où là, je vais parler de multipotentialité, multiprenariat et je vais parler aux dirigeantes en management et en leadership. Puis, par exemple, sur LinkedIn, je vais plus m'adresser aux dirigeantes sur les problématiques de management et leadership. Et une fois de temps en temps, je vais faire un post sur le multiprenariat. Et sur Instagram, bah là, ça va être plutôt la place pour le multiprenariat
et j'ai un autre compte pour le management et le leadership. Voilà. C'est comme ça que j'ai décidé aujourd'hui de me structurer, mais ça a changé. Ok, ultra clair. T'en as d'autres comme ça, des croyances qui viennent Oui, et le positionnement, ça c'est quelque chose aussi qui m'a vachement bloqué à une époque en me disant, où j'entendais, ben, une fois que tu es positionné en fait sur une offre, sur une cible, tu restes là-dedans. Voilà. T'en bouges pas. Et parce qu'il faut du temps pour qu'on te reconnaisse expert, etc. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a vachement bloqué. Et justement, avec cette envie de me dire, bah, en fait, on évolue tous. Et dans notre parcours entrepreneurial, on évolue. Et en fait, nos désirs et nos envies évoluent. J'ai pas envie d'accompagner les mêmes personnes que j'accompagnais il y a 6 ans ou 7 ans. Moi, j'ai démarré en me disant, enfin, j'accompagnais parce que ça me touchait les personnes qui étaient en reconversion professionnelle et qui se questionnaient. Voilà. Bon, ben, au bout de 2 ans, c'était un sujet, c'était plus celui-ci, mon sujet de cœur. Mon sujet de cœur, c'était sur le management. Et puis après, ça a évolué. C'était sur la charge mentale, la gestion du temps pour pouvoir s'épanouir, etc. Et en fait, tout ça, à chaque fois, ça me demande quand même j'opère un repositionnement. hmm. J'affine, tu vois, mon positionnement. Et si j'étais restée bloquée à ce truc-là, ben, j'aurais continué à communiquer et à produire des offres sur un sujet lequel ben, je considérais avoir ou fait le tour ou qui me parlait moins. Ouais. Ça me parle totalement, la reconversion, pareil. C'est 2 ans, moi, qu'il m'a fallu pour me dire j'ai fait le tour. Mais je pense que c'est pour beaucoup de personnes. Bah, en fait, quand tu entames ta reconversion, tu trouves ça tellement génial que tu as envie d'accompagner un maximum de gens, dire waouh, venez, et tout, c'est trop bien, trouve ta voie, etc. Puis au bout de 2 ans, en fait, toi, tu es déjà passé à autre chose. C'est bon, la reconversion, tu es plus dans l'entrepreneuriat, etc. Du coup, tu as envie d'accompagner d'autres gens à faire d'autres choses qui te correspondent plus. Donc, je suis un peu comme toi. Je trouve que si tu... Et il y en a qui le font, ils le font très bien de rester vraiment positionné sur un Ouais, truc toute leur vie. Et en effet, je pense que c'est en vrai la meilleure stratégie pour être numéro un. Parce que du ouais. coup, si tu restes 10 ans sur la même cible, au bout de 10 ans, normalement, j'espère pour toi que tu as réussi à grimper et que tu es devenu une référence. Mais si tu changes tous les 2 ans, bah oui, tu repars plus ou moins à zéro et du coup, voilà. Mais, euh, mais je suis comme toi, je ne me voyais pas m'enfermer sur une cible. Et encore maintenant, je sais que peut-être que dans 2 ans, je vais encore changer et que dans 2 ans encore. Et s'autoriser à changer, je trouve que c'est un beau message. Ça me parle en tout cas énormément. Et en tous les cas, par rapport à ce que tu dis, tu vois, justement, moi, ce qui me bloquait, c'était ce truc de être la référente, être la numéro une dans quelque chose. Et où j'ai pu mal vivre parfois, et c'était douloureux pour moi de me dire, putain, mais en fait, tu repars, t'as un peu l'impression de repartir à zéro. Et finalement, tu seras jamais cette référente, cette numéro une, cette porte d'entrée, cette personne, on sait, ah tiens, elle, je sais que si j'ai un problème là-dessus, je vais la voir. Ben non, je le saurais pas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû apprendre, en fait, à accepter, parce que c'est comme ça, et que ce qui est plus important pour moi, et là où je prends plus de plaisir, c'est de coller à mes envies et aux personnes que j'ai envie d'accompagner dans ma période. Alors, je dis pas, par contre, il faut changer tous les 6 mois. Là, c'est là, c'est qu'on a quelque chose qui est un peu compliqué au niveau de notre positionnement. Mais c'est de le faire évoluer, de comprendre qu'il peut évoluer et on peut le faire petit à petit en le vivant bien. C'est vraiment que tu dis que tu n'es pas la numéro une, mais tu en, as quand même fait une force, parce que tu vois, en accompagnant les multipreneurs, multipotentiels, c'est aussi vachement inspirant pour ces personnes-là de voir que toi-même, tu as fait plein de changements, etc. Donc c'est aussi intéressant de voir que quelque chose est une force selon le prisme d'une catégorie de personnes, mais pour un autre prisme, ça peut être une faiblesse. Et donc là, aujourd'hui, enfin moi, qui te connais, hein, je pense que c'est une vraie force que tu as aujourd'hui dans ton parcours et à apporter à tes clients, le fait d'avoir plusieurs activités, le fait d'avoir changé plusieurs fois et le fait de ne pas être finalement la numéro une, tu te rends peut-être la numéro une du changement, tu vois, la numéro une du contraire de la numéro une. Je sais pas comment dire ça, mais l'anti-numéro une, mais qui du coup devient une numéro une. L'anti-héros, quoi. Ouais, exactement. Je vois le temps qui passe. Elisa, on va devoir malheureusement s'arrêter, mais j'aime bien finir les épisodes de podcast par une question qu'on pose aux auditeurs qui vont pouvoir réfléchir en méditant, en marchant, en musique. Est-ce que tu as une question à leur poser, qui est soit une question que toi tu aimes bien te poser pour justement remettre du sens dans ta vie, soit une question que tu as envie de leur poser pour justement les aider à avancer vers une vie qui fait plus de sens? Bref, est-ce que tu as une petite question sur lesquelles les auditeurs pourraient méditer? J'écoutais une conférence il n'y a pas très longtemps
sur une expérience qui a été faite aux États-Unis où ils suivent encore des personnes depuis le démarrage de leur activité professionnelle, même avant quand ils étaient étudiants. Ça fait 70 ans que ces personnes-là sont suivies. Et en fait, ça consiste à, tous les ans, on vient leur poser une question en leur disant, qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette année? Voilà, qu'est-ce qui a fait que vous étiez heureux cette année, l'année qui vient de passer? Tous les ans, on leur pose la même question depuis 70 ans. Et ce qui ressort à chaque fois, et ça c'est quand même quelque chose de fou, c'est le fait d'avoir pu partager des moments avec les personnes qu'ils aiment. Moi, je voudrais que vous vous posiez la question de savoir ce qui vous a rendu heureux l'année que vous venez de passer. Un grand merci à toi, Elisa. Plein de valeurs. Je pense que ceux qui nous écoutent, qui sont en multipotentiel ou qui veulent peut-être lancer plusieurs activités, ça va leur parler énormément. Elisa, s'il y en a qui veulent te retrouver pour t'envoyer des mots doux, ça se passe où? Alors, ça se passe sur mon Instagram, Elisa Garemi, tout simplement, ou sur LinkedIn, Elisa Garemi également. Et puis vous avez accès à mon lien dans la bio sur Insta où je vous parle du cercle, où voilà, vous avez plein de choses, plein de ressources aussi gratuites pour vous aider à découvrir votre multipotentialité, comprendre aussi vos priorités dans votre business, etc. Et puis tout simplement, si vous avez envie de m'écrire, et j'échangerai avec vous avec plaisir. Top. Un grand merci à toi, Elisa, pour ton temps et ton énergie. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce moment. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en musique et en marchant. Et aujourd'hui, c'est Elisa qui te pose cette question. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux en 2024?